Crime que ça fait du bien de voir du monde. Ouais, vraiment. Parce que l'isolement de la pandémie, en plus du congé de maternité, là, c'était vraiment pas meilleur combo. Ouais, t'es sûr que ça va, toi? Ah ouais? Pourquoi tu me demandes ça? Ben, ton air, là, ça a pas l'air d'aller, on dirait. En tant qu'espèce sociale, l'être humain se doit d'interagir avec les autres pour survivre. Dans ce contexte, le visage humain représente une des plus riches sources d'informations non verbales. Il informe nos interlocuteurs sur notre identité, notre sexe, notre âge, notre statut social, notre état de santé physique et aussi notre état émotionnel. Afin d'adapter son comportement de manière appropriée, celui-ci doit monitorer et catégoriser l'état d'autrui en continu. C'est d'autant plus vrai pour la communication de la douleur, dont la bonne communication peut, dans certains cas, être une question de vie ou de mort. Ouais, t'as raison. C'est pas évident. Je trouve ça difficile le deuxième, puis l'accouchement, ça m'est vraiment rentré dedans. Il y a eu des complications, puis je me suis vraiment pas sentie comprise par mon médecin. La réussite de la communication de la douleur requiert que les deux personnes aient une entente mutuelle du message qui est transmis. En cas d'incompréhension, comme l'illustre la situation que Catherine décrit à son ami Annick, il peut y avoir une incohérence entre ce qu'une personne essaie d'exprimer et les attentes de l'observateur. Cette confusion peut alors venir rompre la communication. C'est pas mêlant, il y a des moments où j'avais vraiment l'impression qu'il me prenait pour une poule comme d'autres. La littérature scientifique et nos résultats de recherche suggèrent qu'on est, d'ordre général, pas très bon pour estimer la douleur d'autrui. On a même tendance à la sous-estimer. Mais d'où provient ce biais de sous-estimation? Plusieurs facteurs peuvent entrer en compte. On sait par exemple que l'exposition répétée à des niveaux de douleur élevés contribuerait à accroître le biais de sous-estimation. C'est un problème, parce qu'en contexte de soins, les intervenants de santé, nos experts, doivent détecter la présence de douleur et évaluer son intensité pour pouvoir bien réagir. Mais on sait aussi que les ressources empathiques de l'individu jouent un rôle dans sa capacité à évaluer la douleur. L'empathie, c'est une des habiletés qui nous permet de mieux comprendre les émotions vécues par une personne. D'ailleurs, on a démontré que les individus plus empathiques sont ceux qui sous-estiment le moins l'expression faciale de douleur d'autrui. Mais pourquoi? On a une petite idée. Fermez vos yeux un instant. Oui, oui, fermez les yeux. Puis imaginez à quoi ressemble un visage en douleur. Et voilà, ce que vous venez de visualiser correspond à votre représentation mentale. Au labo, on utilise une technique de corrélation inverse qui nous permet d'extraire cette représentation-là. On peut en quelque sorte imager ses caractéristiques comme son intensité ou encore ses composantes, comme par exemple le plissement des yeux. On a révélé que les gens plus empathiques s'imaginent la douleur avec une expression plus intense et qui s'apparente beaucoup à l'expression faciale de tristesse, alors que les moins empathiques s'imaginent une expression plutôt neutre. Les représentations nous informent donc sur leurs attentes, à quoi ça devrait ressembler une personne qui a mal. D'ailleurs, c'est suggéré que ces attentes sont forgées à travers le temps et les expériences et qu'elles sont influencées par des caractéristiques personnelles comme l'âge, l'ethnie ou l'environnement culturel. Par exemple, on sait que les observateurs ont tendance à interpréter l'expression de douleur comme étant moins intense lorsque la personne qui souffre est noire. Qu'est-ce qui mène à cette sous-estimation de la douleur chez les personnes noires? Est-ce que ce sont les préjugés implicites ou le racisme qui sont en cause? Le problème de perception qui est soulevé nous ramène encore une fois aux attentes des individus. Nous avons comparé les représentations mentales de Canadiens et d'immigrants africains. Ceux-ci devaient s'imaginer soit un visage blanc ou un visage noir en douleur. Premièrement, les représentations de visages blancs en douleur sont perçues comme exprimant plus de douleur que celles de visages noirs. Donc les individus s'attendent à ce que les blancs expriment plus de douleur. Deuxièmement, les représentations extraites de l'échantillon canadien expriment plus de douleur que les représentations extraites de l'échantillon africain. Ce qui veut dire que les Canadiens s'attendent généralement à une expression de douleur plus intense que les Africains. Il est possible que différentes normes sociales font que les Africains ont tendance à réprimer leur expression de douleur. Non seulement nos attentes envers la douleur exprimée par les personnes noires sont erronées, mais en plus, différentes normes culturelles et sociales pourraient rendre l'évaluation de douleur encore plus difficile. En évaluant les préjugés raciaux implicites de nos participants, nous avons remarqué que ces effets existent indépendamment du niveau de préjugés. Ce biais de sous-estimation est donc là, malgré nous. Cela dit, il n'est pas inévitable, et même qu'en comprenant mieux l'impact des différents facteurs abordés, on pourra orienter la formation du personnel soignant dans le but d'améliorer la qualité des soins reçus par tous. Je comprends, ça a pas dû être facile. Non. Sauf que l'infirmière néonate était vraiment sa coche. Il a vu tout de suite que ça allait pas, il m'a vraiment aidé, ça a vraiment fait toute la différence.